Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi de tempête, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Sur les routes, on vous invite à la plus grande prudence. On dit que la visibilité est réduite entre Port-Cartier et Sept-Îles. Entre Béni-Trinité et Port-Cartier, la visibilité est carrément nulle. La chaussée est glissante. On vous invite à être très prudent. Aujourd'hui, à notre émission Côte-Nord Attitude, on va parler entre autres de l'industrie minière. Je suis en compagnie de Valérie Dionne, qui anime le matin, le midi et le soir. Oui. Bonjour Valérie. Allô Jean. Valérie, c'est un jour de tempête, hein? C'est comme notre rôle les plus importants, surtout le matin, hein? Quand les écoles sont fermées, qu'on a annoncé ça, on sent quand même que le monde veut le savoir. Ouais, moi là, je te dirais que les matins de tempête, et disons que cette année 2016-2017, on est gâtés en tempête. C'est toujours des matins un petit peu plus mouvementés. Tu sais, bien égoïstement, c'est ça, bien égoïstement, je trouve ça le fun, moi, les matins de tempête, parce qu'on a toujours des choses à dire, puis comme tu le dis, on se sent utile dans ce temps-là pour vraiment informer les gens de tout ce qui se passe. On a senti peut-être que les choses qui se sont passées à Montréal hier ont influencé des décideurs au cégep de Sept-Îles, à la commission scolaire du Fer. On a annoncé avant la tempête qu'on fermait tout. C'est correct aussi parce que, moi, j'ai vu des commentaires de dire, ouais, mais il neige même pas. Ben, tu sais, le fameux adage, vaut mieux prévenir que guérir. Ben là, c'est vraiment ce qu'on a fait du côté et du cégep de Sept-Îles et de la commission scolaire. Puis pourquoi pas, on le savait qu'il allait avoir une tempête de toute façon. Ben voilà. On va la laisser passer, la tempête. On n'en parlera pas plus sur l'heure du midi aujourd'hui à notre émission Côte-Nord Attitude. Comme je le disais, on va parler un peu de l'industrie minière. Cette belle annonce la semaine dernière, là, ArcelorMittal qui investit 500 millions de dollars dans ses installations sur la Côte-Nord. Ben ça laisse entrevoir une reprise dans l'industrie du fer. Josée Méthode sera avec nous dans quelques instants. Elle est présidente et directrice générale de l'Association minière du Québec. Ça regroupe vraiment là, les compagnies, les grandes compagnies comme Arcelor. On va parler aussi de l'annonce faite par Pierre Arcan hier concernant l'acceptabilité sociale avec cette porte-parole de l'industrie, Josée Méthode, sur nos ondes. Ça, c'est vers 12h15. Tout de suite après, je vous propose une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques minutes avec Diane Benoît. C'est la responsable de tous les services là aux personnes âgées. On sait que il y en a beaucoup quand même des aînés qui utilisent les services du réseau de la santé. Madame Benoît fait partie de la haute direction du CIS Côte-Nord. Elle est responsable du soutien à l'autonomie des personnes âgées. On parle entre autres des services dans nos établissements là, les bains dans les CHSLD chez nous, comment ça se passe, tout l'épisode du centre d'action bénévole, il y avait beaucoup de services aux aînés avant cette crise là, ces apparences de conflit qui ont entraîné, qui ont poussé le CIS Côte-Nord à de cesser de faire affaire avec le centre d'action bénévole à Sept-Îles. On parle aussi des soins spirituels et des services de la pastorale dans les centres d'hébergement, entre autres. C'est quand même quelque chose qui est en évolution et il y a une consultation la semaine prochaine là-dessus sur la Côte-Nord. Donc Diane Benoît sera avec nous vers 12h25 sur nos ondes. C'est la journée aujourd'hui, belle cause pour la cause. On va en parler aussi à Côte-Nord Attitude. Oui, tout à fait. On va en parler avec Carole Gaudreau de l'APAM Est de la Côte-Nord. Et tu sais, belle cause pour la cause aujourd'hui. Ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe via les textos, ça se passe sur le site de Belle également. Et à chaque fois qu'on utilise le hashtag belle cause pour la cause ou qu'on envoie un texto à les clients de Belle, ça donne 5 sous pour un organisme en santé mentale. Ici, c'est l'APAM qui va recevoir ces sous-là. Mais non seulement il y a les dons qui comptent là-dedans, mais Jean, ça s'appelle aussi Belle cause pour la cause. Donc, c'est une belle occasion de parler de santé mentale aussi. Il y a plein de textes qui ont été faits là-dessus ce matin. Ça va être bien intéressant d'en jaser avec Carole Gaudreau ce midi. Et en fin d'émission, c'est Russell Tremblay qui sera avec nous. Il est toujours porte-parole de Développement économique Sept-Îles. C'est notre chronique économique et Russell est au 5e sommet sur l'énergie du journal Les Affaires qui se poursuit aujourd'hui à Montréal. Le ministre Pierre Arcan a donné une conférence hier. Aujourd'hui, c'était le PDG d'Hydro-Québec. On parle donc des enjeux en matière d'énergie, le gaz naturel et les centrales hydroélectriques en construction et à venir peut-être avec Russell Tremblay à cette chronique économique en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale.
Actualité Pure FM. Mais d'abord, on apprenait ce matin que l'entreprise gaspésienne LFG Construction fera l'acquisition de Construction RIC de cette île. Elle cherchait à prendre de l'expansion sur la Côte-Nord depuis longtemps. La quarantaine d'emplois chez Construction RIC seront conservés. Le président actuel, Stéphane Imbeau, continuera d'assumer d'importantes fonctions au service de l'entreprise qui garde son nom et maintient ses activités comme entrepreneur général en génie civil et construction de bâtiments. Le président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du gouvernement du Québec, Mathieu Lavoie, estime que les deux auteurs de la prise d'otage du 22 juin au palais de justice de Sept-Îles ont obtenu des sentences bonbons. Danny Bernatchez a écopé la semaine dernière de 16 ans de prison pour une série de vols à main armée et sa participation à une émeute à la prison de Bécomo. Il était aussi l'instigateur de la prise d'otage à Sept-Îles. Steve Godin-Charlich a reçu, lui, une peine de 4 ans de prison pour sa participation à l'événement. Rappelons que 8 agents de la paix ont vécu l'événement avec beaucoup de stress. Selon Mathieu Lavoie, tous les agents de la paix du Québec compatissent avec l'équipe de Sept-Îles qui a fait face à la plus grande peur des gens qui pratiquent cette profession. C'est pas des événements qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, qu'on doit au niveau sécurité justement faire des adaptations qui ont été faites en partie, mais il est clair que pour nous, l'adaptation majeure, ça sera quand le nouvel établissement de Sept-Îles sera mis en fonction. Le président du syndicat des agents de la paix du gouvernement du Québec ne croit pas que l'ouverture de la future prison en fin de construction à Sept-Îles va éliminer les risques du métier, mais elle permettra de sécuriser certaines pratiques. Il y a l'industrie minière qui semble à l'aise avec le concept d'acceptabilité sociale tel que défini par le gouvernement libéral. Ce concept est venu rapidement au menu lors du débat sur le projet Mine-Arnaud à Sept-Îles en 2014. L'Association minière du Québec est satisfaite des nouvelles orientations du gouvernement. Le ministre Pierre Arcan a dévoilé hier des mesures qui visent à favoriser la prospérité économique dans le respect des milieux de vie. Le ministre des Ressources naturelles, qui est aussi responsable de la Côte-Nord, croit que les conditions sont désormais réunies pour permettre une mise en valeur optimale du territoire avec un consensus le plus large possible dans les communautés d'accueil. Pour sa part, la présidente et directrice générale de l'Association minière, Josée Méthode, constate que l'acceptabilité sociale n'est pas un concept clairement défini. Elle sera avec nous en entrevue dans quelques instants d'ailleurs. La majorité des travailleurs sociaux et psychologues de la Côte-Nord vivent une détresse élevée en raison des compressions budgétaires et de la réorganisation du réseau de la santé, selon un sondage commandé par le syndicat APTS. 56% des répondants au sondage à l'emploi du CI3S Côte-Nord ont affirmé qu'ils vivaient une détresse élevée ou très élevée. Le porte-parole régional du syndicat, Sylvain Sirois, croit que le ministre Gaétan Barrette est le grand responsable de cette situation catastrophique. 65% des répondants de la Côte-Nord disent qu'il manque de temps pour effectuer leur boulot correctement. La PTS rappelle qu'à Port-Cartier, on ne remplace plus le personnel absent au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, ce qui cause une importante surcharge de travail. Au laboratoire de l'hôpital de Sept-Îles, 3 personnes sont parties à la retraite et n'ont pas été remplacées. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Voici un message de la direction du Cégep de Sept-Îles en raison des mauvaises conditions climatiques et de l'arrêt du transport scolaire. Alors, tous les cours sont suspendus au Cégep pour la journée, autant pour les étudiants du secteur régulier que pour les étudiants du secteur de la formation continue. Toutefois, les employés sont priés de se présenter au travail selon leur horaire habituel. Un message de la direction du Cégep de Sept-Îles. La grande liquidation des modèles 2016 est en cours chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche. Par exemple, profitez d'un rabais jusqu'à 8 250 $ sur le Jeep Cherokee 2016 ou 7 000 $ sur l'épatante Fiat 500X 2016 à transmission intégrale ou encore 5 500 $ sur la Chrysler 200 et le Jeep Renegade 2016. De plus, à l'achat d'un modèle 2016 sélectionné, Olivier Chrysler vous offre 4 pneus d'hiver sans frais. Détail en concession chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On reçoit maintenant la présidente et directrice générale de l'Association minière du Québec qui regroupe les compagnies qui sont présentes dans cette industrie. Josée Méthode, bonjour. Oui,
bonjour, M. Saint-Pierre. Madame Méthode, il y a quand même eu une belle annonce très récente chez nous qui vient d'un de vos membres, sans doute, ArcelorMittal, 500 millions de dollars qu'on investit sur la Côte-Nord. Ça bouge, c'est intéressant, c'est un signe de reprise, il faut le voir comme ça. Je pense que oui, il faut le voir comme ça. Écoutez, effectivement, vous l'avez très, très bien dit. C'est une très bonne nouvelle pour la Côte-Nord, parce que avec cet investissement-là, on sait que ArcelorMittal, en fait, démontre qu'il est intéressé à continuer à opérer au Québec, puis que son investissement est là pour aider à maintenir des emplois. Vous le connaissez, c'est des bons emplois pour la Côte-Nord. Oui, on peut le dire, l'industrie minière, les 2 dernières années, là, ça n'a pas été des moments faciles, que ce soit pour Rio Tinto, Tata Steel, ArcelorMittal ici, ou d'autres compagnies là dans d'autres types de mines également, en Abitibi ou dans le nord du Québec. Là, 2017, selon vous, là, c'est le début de la reprise. Est-ce qu'on appelle ça le début de la reprise? Peut-être c'est un petit peu trop vite à parler comme ça, mais on l'a vu l'an passé, là, si on parle du fer pour la Côte-Nord, on le sait que le prix du fer l'an passé a doublé. Donc, on le sait aujourd'hui, est un petit peu au-dessus de 80 $. Alors, c'est très bon pour les opérations minières du fer, puis c'est bon pour nos opérations au Québec parce qu'on s'assure comme ça que nos mines vont continuer à très bien opérer cette année sur la Côte-Nord. Alors, c'est à voir, est-ce que ça va se maintenir? On le souhaite tous que ce prix se maintient. Si c'est le cas, effectivement, que ça donne de l'air frais à tous les projets en développement pour vous sur la Côte-Nord. Dans des régions comme la nôtre, il y a de l'inquiétude au niveau de l'industrie forestière avec le gros changement qui est amorcé aux États-Unis avec un nouveau président. Pour l'industrie minière, on est moins inquiet. Il y a quand même beaucoup de relations entre le Canada et les États-Unis dans le domaine des mines aussi, là. Oui, c'est vrai, il y en a. On va suivre ça de très, très près pour voir quelles conséquences que ça pourrait avoir. Pour le moment, on regarde, on fait comme tout le monde, là, on regarde. On sait très, très bien que autant le gouvernement du Québec que le gouvernement du Canada va défendre les intérêts des sociétés d'ici, des emplois d'ici. Donc, pour le moment, effectivement, que M. Trump, le nouveau président, a dit qu'il voulait développer des projets d'infrastructure. Il y a un gros plan pour le développement d'infrastructures, la réfection des ports, des aéroports. Alors oui, peut-être que ça pourrait être aussi payant pour nous, mais c'est effectivement à suivre selon sa tendance protectionniste. Oui, il y a encore bien des inconnus, notamment du côté de la Chine, qui est un gros joueur mondial également. Ça fait que on reste attentif, on est prudent dans nos analyses, que je comprends bien. Tout à fait, M. Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Madame Méthode, le ministre Pierre Arcan, le responsable des ressources naturelles, responsable de notre région ici, la Côte-Nord aussi, a dévoilé hier les grandes orientations concernant l'acceptabilité sociale. L'association a réagi. Ça reste assez flou tout ça, non? Le concept est pas clair quand même, là. On sait que le concept d'acceptabilité sociale, c'est un concept qui est peu défini. Puis oui, vous avez le droit, vous avez raison de dire que c'est quand même un concept qui est flou. Sauf que dans les orientations du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, on vient en fait, ce qu'on essaie, c'est d'établir des balises. On établit des balises. Dans ces orientations-là, on voit très bien que le ministère, le gouvernement désire mettre des actions en œuvre pour aider justement ce dossier d'acceptabilité sociale. Nous, on voit dans cette démarche, en fait, on l'a dit depuis le début, que cette démarche-là, d'abord du chantier sur l'acceptabilité sociale, ensuite la consultation sur le livre vert, nous, on a accueilli toute cette démarche de façon favorable. On trouve que c'est un effort louable pour établir des balises, justement, autour d'un concept qui est flou. Oui, mais nous, on l'a vécu quand même en 2013, 2014, là, autour du projet Mine Arnaud à Sept-Îles. Le concept est venu au menu rapidement et c'est un petit peu, je pense que Sept-Îles a un peu contribué à toute cette réflexion-là aussi, là. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui a été fait depuis, les consultations, les discussions, ce serait plus facile, les premiers pas de Mine Arnaud dans un milieu comme Sept-Îles serait plus facile, selon vous?
En fait, je crois que oui, ça va être plus facile. Je pense que selon ce qu'on lit dans les orientations gouvernementales, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement semble vouloir être plus présent. Ils veulent mieux accompagner les sociétés minières. Donc, le promoteur va se sentir moins seul dans toute la démarche. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi pour faciliter le travail des promoteurs. On voit également que le gouvernement veut mieux faire connaître les retombées de l'activité minière. En fait, on parle dans les orientations, on le sait que ça touche tous les secteurs d'exploitation des ressources naturelles. Nous, on parle des mines. Nous, on voit ça d'un bon œil quand même si le gouvernement également aide à faire mieux connaître tout ce que l'activité minière apporte aux Québécois. Mm-hmm. Maintenant, j'ai l'impression que ce qui est important dans tout ça, c'est les ententes avec les communautés. Là, je pense à des projets comme Tata Steel à Shefferville. Il y a 2 communautés autochtones, un village aussi avec quelques blancs. C'est ça qui devient important. C'est la relation entre la compagnie minière et les communautés présentes dans un nouveau projet minier. Vos compagnies, quoi, est-ce qu'ils ont des directives où chacun fonctionne un peu à sa façon au niveau des compagnies? Ben, en fait, c'est sûr qu'au niveau de l'association minière, il faut savoir qu'on a une charte sur le développement durable. On a également une stratégie de développement durable et très bientôt, on va avoir une politique. On travaille dessus sur une politique sur la relation avec les communautés. Alors, l'association minière a toujours prôné le dialogue, a toujours prôné que les sociétés minières travaillent de près avec les communautés, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans le milieu. On le sait que les sociétés minières sont déjà de réels partenaires des milieux où elles s'implantent. Alors on comprend là que dans nos démarches que les sociétés minières font déjà énormément de choses pour se rapprocher, travailler de très près avec les communautés. Mm-hmm. Mais il y a eu des endroits, je pense en Abitibi, là, le projet Ossisco, je pense, où c'est plus compliqué que d'autres. C'est quoi? Ça peut être différent, les demandes d'une communauté à l'autre aussi, hein? Tout à fait, on le sait, les préoccupations peuvent être différentes, les problématiques peuvent être aussi différentes. Dans le cas du dossier de Canadien Malartic, il y a eu énormément de travail de fait. La société minière a démontré, a mis en place, a été, je dirais, précurseur dans certaines actions qu'ils ont mis en place justement pour se rapprocher de la communauté. Ils ont d'ailleurs une entente au niveau de la cohabitation qui a été quand même signée par la grande majorité de la municipalité de Malartic. On le sait, c'est le guide de cohabitation, quand même, ils ont plus de 80% de la population qui y a adhéré. Puis là, aujourd'hui, je vous dis 80, peut-être qu'ils sont rendus à 90% parce que je savais qu'ils continuaient à travailler là-dessus, mais on travaillait très, très fort, justement, pour mettre en place des mesures pour diminuer, mettre des mesures d'atténuation, là, des impacts pour la population, etc. J'ai donné l'exemple de Tata Steel à Shefferville tout à l'heure, Madame Méthode. Est-ce que pour les communautés autochtones, pour les compagnies minières, on y va plus prudemment, on fait attention, on engage des consultants, c'est plus compliqué pour vous autres? En fait, c'est plus compliqué. Je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, là, en 2017, c'est plus compliqué. Ça fait partie de la réalité qu'on doit établir des relations. Mais on ne peut pas faire les affaires de la même façon. Il faut quand même tenir compte de la culture. Et ça, les sociétés minières sont bien conscientes parce qu'elles font ça à travers la planète quand elles se développent. Alors, c'est juste qu'il faut faire les choses différemment. Peut-être en terminant, il y a un autre changement, j'ai l'impression, qui s'en vient, c'est qu'on va donner, il y a une volonté du gouvernement de donner de l'importance aux municipalités régionales de comté, là, les MRC, dans tout ça. C'était reçu comment là par les compagnies, par l'Association minière du Québec? Ben, on l'a vu, je pense que c'est ça, c'est avant Noël qu'on a publié les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Il y a pas longtemps, là, je suis peut-être confuse dans le temps, là, il y a pas longtemps qu'ils les ont rendus publics. Nous, on était d'accord avec la démarche. On le sait que depuis 2013, la loi sur les mines, le gouvernement avait donné aux municipalités régionales de comté le pouvoir d'identifier des zones incompatibles avec l'activité minière. Et on avait travaillé aussi avec l'Union des municipalités du Québec, avec la Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est quand même une démarche dans laquelle on a
a entrepris des discussions. Ce qu'on veut, nous, c'est bien collaborer et bien qu'il y ait des bonnes discussions entreprises entre le monde municipal et les sociétés minières pour qu'on puisse continuer à développer de très beaux projets ici au Québec. Et si je comprends bien, en conclusion, du côté de l'association minière, de l'industrie, finalement, on est assez à l'aise avec tous les changements qui sont en cours là, depuis le retour des libéraux au pouvoir, la loi sur les mines, les redevances, tout ça. On est dans un contexte où on veut relancer l'industrie. Donc, on semble faire les pas dans la bonne direction, selon vous? Ben, on travaille très fort, je vous dirais, justement, pour améliorer l'attractivité du Québec, pour intéresser les investisseurs. On travaille très fort avec le gouvernement aussi pour réduire les irritants, pour améliorer, alléger les systèmes au niveau administratif et au niveau réglementaire, pour faciliter les processus d'autorisation, etc. Donc, ça, c'est des démarches qu'on a entrepris déjà depuis quelques années et on siège sur différents comités avec les gens des ministères pour trouver des solutions. On n'est pas en train de demander de déréglementer, mais plutôt de faciliter les processus. Et si on facilite les processus, si on simplifie les choses, ça va être gagnant-gagnant. En fait, ça va coûter moins cher au gouvernement et ça va coûter moins cher aussi aux sociétés minières. Alors, c'est là-dessus qu'on met énormément d'efforts pour arriver à continuer à assurer la pérennité de l'industrie minière au Québec. Eh bien, Josée Méthode, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi, là. Ça me fait plaisir, M. Saint-Pierre. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Imaginez votre voyage de rêve. Et maintenant, imaginez que vous gagnez ce voyage. Tout au long de l'année 2017, achetez ou vendez votre propriété avec l'équipe France Pelletier et vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix en collaboration avec Club Voyage Côte-Nord. Détails et règlements auprès de l'équipe France Pelletier. 88 968 88 87 ou 88 766 88 88. www.francepelletier.ca. On parle de tous les services aux personnes âgées dans le réseau de la santé pour Sept-Îles et Port-Cartier avec Madame Diane Benoît, qui est la directrice des programmes de soutien aux aînés au Centre intégré de santé. Elle sera avec nous. En fait, c'est une entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt ce matin. Dans quelques instants. Moi, Guy Jodoin, c'est zéro compromis quand je fais mon épicerie. C'est pour ça que je vais chez Super C. Jusqu'au 25 janvier, le bœuf haché mi-maigre format économique est à 2,77 la livre et les emballages de 9 boîtes de mouchoirs Scotties sont à 3,99. Wow! Des économies de 50%! Hey, un spécial de la circulaire est en stock? J'ai un coupon différé, plus 10% de rabais garanti. Et si jamais je suis pas satisfait de la fraîcheur d'un produit, je suis remboursé à 100%, plus 10% garanti. Super C, c'est toujours prêt, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Entretien avec la directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées pour la CIS Côte-Nord, le Centre intégré de santé et de services sociaux. Madame Diane Benoît, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Madame Benoît, on va parler là à Sept-Îles et Port-Cartier un peu les services à nos aînés. La dernière fois que j'ai discuté avec le président directeur général de la CIS, il nous parlait quand même là de plusieurs améliorations. C'est beaucoup une priorité là pour les prochains mois, les prochaines années, d'améliorer les services. Ici, c'est en chemin, les améliorations qu'on souhaite, entre autres dans nos établissements CHSLD? Oui, en effet. Je dirais que c'est en route sur toute la Côte-Nord, donc on a bon espoir là, que les améliorations qu'on souhaitait apporter soient au rendez-vous. Donc, il y a déjà des éléments qui ont été faits là, du côté des CHSLD. Je prends comme à Port-Cartier un réaménagement au niveau de la salle à manger qui permet là, d'améliorer l'activité repas. Il y a de la réorganisation du travail en cours pour faire en sorte qu'on ait plus de personnel qui soit en présence pour accompagner assez les gens qui ont des besoins à ce moment-là. Ce qu'on est à mettre en place aussi, c'est de permettre aux personnes âgées de respecter leur rythme, donc que les gens puissent se lever alors qu'elles veulent. C'est la même chose par rapport au coucher le soir, aussi de mettre en place des comités milieu de vie là, qui sont déjà en place et pour lesquels les gens sont associés, par exemple, pour choisir certains éléments de couleur dans l'environnement ou d'activité.
Donc, c'est différents aspects là, qui sont en route déjà. Aussi, au niveau des bains, ça fait souvent l'objet des médias au cours des derniers mois. D'avoir accès à des bains selon le nombre, selon la volonté des personnes. Donc, on y va maintenant en fonction plus des habitudes de vie des gens et non pas en fonction d'une cédule qui répond à des standards, mais vraiment plus à savoir est-ce que les personnes qui souhaitent avoir 2 bains par semaine, c'est déjà en cours actuellement partout dans nos CHSLD sur la côte. Donc, puis on parle de 2, mais ça peut être 3, c'est vraiment en fonction de ce que les gens souhaitent. Donc, différents éléments comme ceux-là là, qui sont déjà en déploiement depuis les derniers mois. Là. Ouais, souvent c'est une question de personnel. Il y avait encore un syndicat cette semaine là qui sont en maraudage, on peut le rappeler, qui mentionnait qu'à Port-Cartier, il y avait une surcharge de travail là, des gens qui étaient préposés auprès des aînés, entre autres. Ben là-dessus, ce que je peux vous dire, M. Saint-Pierre, c'est que il y a eu, vous avez vu, là, le ministre a annoncé un investissement dans les CHSLD. En fait, il y a des ajouts de personnel préposé aux bénéficiaires, notamment, qui sont prévus. Pour la région de la Côte-Nord, là, c'est 21 postes qui vont être ajoutés dans les différents CHSLD, qui vont être répartis, évidemment, sur toute la côte, mais qui tiennent compte là, des besoins des clientèles et de ratios qui sont déterminés là, par l'Institut d'excellence en vieillissement. Donc, la Côte-Nord, comme partout ailleurs au Québec, va recevoir là, des effectifs requis. Évidemment, on a d'autres types de défis et d'enjeux avec nos effectifs qui sont la gestion de la présence au travail, mais ça, c'est dans un autre ordre d'idée. Mais pour ce qui est de la suffisance de ressources, là, on va être comparable à l'ensemble du Québec là-dessus. Là. Et dites-moi, du côté de cette île, les soins aux aînés, les CHSLD, je pense que quand ça a été évalué, les établissements, on avait un code rouge aussi du côté de cette île qu'on aimerait bien voir passer là avec des améliorations au moins à code jaune. Là, c'est des choses internes au ministère, mais il y a une préoccupation à cette île. Est-ce qu'on peut penser que tout va s'améliorer quand le chantier va être fini là avec l'agrandissement du centre Gustave-Gauvreau? Ah oui, mais je vous dirais même que même au moment où on se parle, moi, j'ai bonne confiance. La plupart des améliorations qui avaient été demandées dans le contexte de l'évaluation là sont déjà en route. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui ont déjà été réalisées. Puis, évidemment que les lieux physiques vont aider. Quand on est hébergé à RUP dans un milieu hospitalier, c'est difficile d'en faire un milieu de vie. Donc, avec les nouveaux locaux, c'est évident là, que ça va être encore plus agréable. Mais au-delà de ça, au niveau de la réorganisation du travail, comme je vous disais, là, la présence au niveau des repas, on travaille aussi au niveau de l'amélioration au niveau des services alimentaires. Donc, ça est en cours. Là. C'est en chemin. Un petit mot, Madame Benoît, sur tout l'épisode du Centre d'action bénévole à Sept-Îles. Il y avait quand même beaucoup de services pour les personnes âgées. On l'avait vécu aussi du côté de Bécomo, cette situation-là. On est obligé de récupérer, là, on s'est assuré chez vous, au Centre intégré de santé et de services sociaux, que les services seraient maintenus aux gens. Vous êtes satisfaite? Ça s'est bien passé? Puis tout le monde a été bien servi dans cette triste histoire, finalement, hein? Parce que c'est pas agréable de devoir fonctionner comme on l'a fait, là, avec le Centre d'action bénévole. Non, mais en fait, je pense que effectivement, c'est une situation déplorable, là, puis on est à la recherche d'une solution permanente, justement, actuellement. Mais je dois dire que les équipes en place se sont mobilisées, puis on s'est tourné assez rapidement pour être capable de récupérer, je dirais, les services essentiels. Parce qu'en fait, les services de type Centre d'action bénévole, comme la Poposte ou les téléphones sécurisants, ou ce sont des services qui, pour nous, le transport accompagnement pour les services médicaux, ce sont des services de base pour le soutien à domicile. Donc, si on veut réussir à maintenir les gens chez eux, ce sont des services qui nous sont essentiels. Alors oui, on a réussi à maintenir, je dirais, l'offre minimale. C'est sûr que actuellement, les personnes qui avaient des services, on a continué à les donner. On s'est associé avec différents partenaires, évidemment, pour y arriver. On est actuellement en réflexion pour la suite des choses, comme je disais, là, pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a une prise en charge permanente qui soit prise à quelque part dans le milieu. Mais ça, les discussions sont en cours. Dès qu'on sera fixé, on pourra à ce moment-là vous en faire part. Mais pour l'instant, les personnes reçoivent les services et notamment au niveau du centre de jour aussi qu'on a récupéré à l'intérieur de nos murs. Comme la travailleuse de rue, je trouve que c'est intéressant ça d'avoir une travailleuse de rue pour les aînés. On a réussi à conserver cet emploi-là aussi, là, ce service-là. En fait, oui, nous, on l'a récupéré au niveau du centre de jour jusqu'à ce que j'ai des échanges avec le ministère de la Famille la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, là, pour voir comment on pourrait, nous, accepter de gérer les activités de cette personne-là pour qu'elle puisse poursuivre ses interventions auprès des aînés. Alors, on a accepté, évidemment, comme CIS, là, d'assumer cette responsabilité-là jusqu'à ce qu'encore une fois, des solutions
solution permanente soit là, mais ça permet de maintenir les services de travailleuses de rue auprès des aînés et c'est un service qui est très apprécié. Madame Benoît, en terminant, on va parler d'une consultation qui se fait du 30 janvier au 3 février, un peu partout sur la Côte-Nord. Il va y avoir des séances. Là, c'est pour discuter des soins spirituels et des services de pastoral dans les centres d'hébergement. Ça aussi, ça doit être quelque chose en évolution quand même, hein? Ben, tout à fait. Puis en fait, c'est un peu plus large. C'est pas seulement au niveau des centres d'hébergement, c'est vraiment, en fait, la responsabilité que le CIS a, c'est d'organiser des soins spirituels pour toute la clientèle. Donc, ça peut être autant pour les jeunes que les aînés, mais on sait que les plus grands consommateurs de ce type de service-là, souvent, ce sont les personnes plus âgées ou les personnes en fin de vie. Donc, on commence par cette population-là, je dirais. Oui, c'est une consultation. En fait, comme vous dites, on est en 2017, on veut s'assurer que les services qu'on va mettre en place répondent aux nouvelles tendances et aux nouveaux besoins qui sont beaucoup plus diversifiés, on le sait, là, au sein de la population, pour que nos services soient adéquats, puis aussi qu'on puisse faire face, évidemment, là, à la diminution de certaines ressources. On sait qu'il y a certaines ressources qui sont de moins en moins disponibles, dont les prêtres, curés et autres, mais il y a d'autres types d'intervenants là, plus laïcs ou autres là, qui contribuent aux soins spirituels et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va aller sonder notre population. Bon, ça peut être une belle réflexion. On peut y participer soit en écrivant sur le site Internet, je pense, ou bien en s'inscrivant pour la session. Là, il y aura sûrement une rencontre à Sept-Îles et à Port-Cartier. Oui, tout à fait. Même, il me semble qu'il y en a 2 à Sept-Îles et une à Port-Cartier, puis ça va être la même chose sur la côte. Donc, la meilleure façon d'avoir l'information, c'est peut-être le site Internet, le site web du CIS Côte-Nord. Oui, tout à fait. C'est toujours la bonne adresse. Eh bien, Madame Diane Benoît, je rappelle que vous êtes directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Un gros merci pour l'entrevue. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Attitude. La Corporation de transport adapté de Sept-Îles tient à aviser la population que ses services habituels sont suspendus pour la journée dû aux conditions hivernales actuelles. Je répète, la Corporation de transport adapté de Sept-Îles tient à aviser la population que ses services habituels sont suspendus pour la journée dû aux conditions hivernales actuelles. Nous nous excusons auprès de notre clientèle. Cette semaine à Port-Cartier, le Festival du film de Sept-Îles se poursuit au Cinégraphe. Voyez Le Pacte des Anges avec Marc Messier, Manchester by the Sea avec Casey Affleck, récipiendaire d'un Golden Globe. Les comédies Adopte un veuf et Votez Bougon. Le drame français La fille inconnue. Ainsi que 2 avant-premières. Le suspense L'Outsider et le dernier Almodovar avec le film Julieta. Une formule cabaret avec siège réservé dans l'ambiance chaleureuse du graffiti. Billetterie au 766-0101 pour vivre l'expérience Cinégraphe. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on a avec nous Carole Gaudreau de l'Association Parents et Amis du Malade émotionnel ici à Sept-Îles, qui est avec nous en studio malgré la tempête, parce que c'est une petite tempête finalement. C'est ça, en tout cas pour la ville de Sept-Îles, c'est une petite tempête. Ailleurs, on le sait pas trop, mais effectivement, c'est parce que c'est pour une bonne cause justement que Carole est avec nous aujourd'hui. Si vous avez ouvert vos réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez probablement vu passer plusieurs fois le petit hashtag Belle Cause aujourd'hui, puisque c'est la journée Belle Cause pour la cause, une journée pour parler de santé mentale et pour faire des dons également. Bon midi, Carole Gaudreau. Ben merci bien, à vous autres aussi. Tu nous as amené un chiffre tantôt parce qu'il faut savoir que à toutes les fois qu'on utilise ce hashtag-là et d'autres façons également dont on aura l'occasion de parler tantôt, mais ça donne toujours 5 sous à toutes les fois qui est remis à la cause de la santé mentale. Et là, on était rendu à un chiffre quand même assez impressionnant. Hein? Ouais, déjà 32 419 000. Là, j'imagine que ça doit avoir encore augmenté. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est une initiative canadienne. Donc, mais quand même, si on atteint quand même quelques millions comme ça, à 5 sous de l'interaction, on peut s'attendre à ce que ça donne quelques millions de dollars. Ben, tout à fait. Et la PAM, vous allez recevoir une part de ces dons-là. Ça fonctionne comment? Ben, écoute, c'est des appels de projet, en fait. De la façon dont ça fonctionne, c'est que jusqu'à, mettons, le 31 mars, chaque organisme qui a un lien avec les problématiques de santé mentale peut faire une demande de projet qui sera analysée par la suite. Nous,
ici, régionalement, actuellement, on n'a pas de demande de projet à faire. Par contre, nous, on a une fédération qui s'appelle la FAPAM et on en a profité l'année passée. Belle Cause pour la Cause a donné un don quand même assez respectable d'au-dessus de 30 000 $. Quand même. 32 millions fois 5 cents, ça commence à faire un magot quand même. Ça commence à la faire journée des n'est pas sous. finie. Ben, effectivement. Donc, et pour faire le lien avec notre mission, nous, c'est l'entourage de la personne qui est atteinte. Ben, on a été capable de former des membres de l'entourage qui, par rapport à toute la violence qu'ils peuvent vivre, et de faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier aussi leur propre vie. Donc, c'est un programme qui est à travers le Québec, qui est vécu et donné et redonné par des membres de l'entourage. Donc ça en est une belle initiative. Donc là, si on veut faire de l'argent rapidement à cette cause-là, Carole, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le hashtag sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat aussi, je crois, est rentré là-dedans cette année. Mais il y a d'autres façons aussi, là. Il n'y a pas juste les réseaux sociaux. Ben, écoute, de façon générale, là, c'est vraiment les réseaux sociaux. C'est vraiment par là le plus. Vraiment. Ouais. Si vous avez un téléphone et que vous faites affaire avec Bell, je sais que ça fonctionne aussi. Moi, ce que j'invite la population à faire, c'est vraiment d'aller sur le site Internet. Belle Cause pour la Cause, c'est strictement que ça. Et il explique tout. Et on voit vraiment là les interactions grimper aux 5 minutes et tout ça, mais je te dirais là qu'actuellement ce qui fonctionne, c'est vraiment les tweets, statut Facebook, tout ce qui est de Facebook et tout ça. Et quand on va visionner les vidéos des gens qui par exemple Marie-Soleil Dion, Étienne et tout ça, Boulay, ça aussi, ça apporte des sous. Donc, à chaque interaction, que ce soit les vidéos ou par autre moyen, donne quand même 5 sous. Il y a beaucoup de vedettes qui s'associent à la cause. Hein? Tantôt, j'ai vu Stéphie Choc, plein d'autres qui ont contribué. Oui. Celui oui là qui participe à des émissions américaines aussi. Oui. Genre un animateur là ben connu aussi, des grands chefs cuisiniers, tout ça. Donc à travers le Canada, ce sont tous des personnalités qui ont un impact. Et là ben ce qu'il faut faire, c'est d'en trouver une à cette île qui va accepter d'endosser cette cause-là encore. Moi, ça fait 3 ans que je cherche là. Fait que là, je lance un appel aux gens qui pourraient avoir un impact dans cette cause-là, qui pourraient l'endosser, tout ça, et être capable d'en parler ouvertement. Exactement, parce que il y a le volet faire des sous, bien sûr, avec toutes les interactions dont on vous a parlé, mais il y a aussi le volet parler de santé mentale. Et je pense que de plus en plus, les gens utilisent cette journée-là, puis utilisent le hashtag aussi pour parler des problèmes qu'ils peuvent vivre au quotidien. J'ai vu beaucoup, moi, de gens parler de leur anxiété. Donc, c'est vraiment une belle vitrine là pour parler de tout ça, là, pour parler de la santé mentale. Là. Écoute, en fait, le Belle Cause pour la Cause, c'est une initiative qui est vraiment fondée sur 4 piliers, OK? Et on va parler de recherche, de le soin, accès aux soins, tout ça, la santé au travail. Mais la plus importante, c'est vraiment la lutte à la stigmatisation. Parce que c'est le frein majeur aux problématiques de santé mentale. Autant pour la personne qui est atteinte que pour l'entourage. Parce que la personne atteinte, souvent, elle en parle pas. Parce qu'il y a peur de préjugés, il y a peur de ce que les autres vont penser. Écoute, je pourrais vous en nommer pendant 1 heure. Donc, Belle Cause pour la Cause fait en sorte qu'effectivement, cette journée-là, mais pas juste cette journée-là, il faut en parler. Et plus on va en parler, plus ça va devenir plus normalisé, hein? Et moins il va y avoir de stigmatisation, et plus ça va être accessible. Parce que hier, je vous donne un exemple bien concret, hier, j'étais en un dîner-conférence. Et puis, l'animateur posait plusieurs questions aux gens, tout ça qui étaient présents. Et là, levez votre main, ceux qui ont des enfants, levez votre main, ceux qui ont un chien, peu importe. Quand il a demandé de lever la main, ceux qui ont déjà vécu un épisode de dépression, il y a 2 personnes qui se sont levées la main sur 50. C'est impossible. Impossible. Les chiffres le disent, c'est 1 personne sur 5. Donc,
on regarde autour de nous autres, une personne sur 5, ça fait du monde. Mais est-ce que c'est parce que nous-mêmes, on a de la misère à reconnaître qu'on a eu un épisode de dépression? Effectivement. Des fois, les gens vivent avec. Et je te dirais là qu'il y a à peu près 30% des gens qui vont consulter. Les autres restent pognés avec ça. Mais c'est là où est-ce que c'est vraiment dommageable. Parce que ça vient causer des dommages énormes. Un des textes que j'ai vu le plus partagé aujourd'hui, je sais que toi-même tu l'as partagé sur ton réseau, c'est le texte de Patrick Lagacé qu'il a écrit dans la presse ce matin sur la gestion des ressources humaines, qu'il qualifie lui-même de merdique, là, où il dit que de plus en plus les gens travaillent avec leur cerveau. Donc où on est malade au travail, ben c'est dans le cerveau justement, c'est dans la tête, et il dit faut toujours en faire plus avec moins, ça va s'arrêter quand. Ça doit être une des grosses gestions aussi là pour un organisme comme le tien, de venir en aide à des gens qui sont à bout de souffle là, à cause de leur travail. Ouais. Surtout, je vous dirais, on a comme ouvert ce volet-là là, pour l'intervention en milieu de travail. Là. Puis je vous dirais là, que c'est vraiment majeur, mais vraiment très, très, très particulier. Ce qui est encore là dommage, c'est que c'est très, très, très stigmatisé dans les milieux de travail. Et on a tellement d'autres priorités, finalement, on s'aperçoit que les problématiques de santé mentale passent en arrière. Et c'est là où est-ce que ça devient encore plus problématique. Parce que quand la personne vit une problématique, l'employeur ne sait pas quoi faire, donc bien souvent ne fait pas grand-chose ou bien applique des stratégies qui sont complètement contraires à ce qui devrait être. Et là, ben, la personne se retrouve en congé et bien souvent ne va pas consulter ou va consulter, se retrouve avec des billets médicaux, mais ne va pas consulter en psychologie. Donc, c'est vraiment une roue tournante. Ben, effectivement. Et tellement que dans notre bulletin de nouvelles tout à l'heure, Jean, on en parlait, il y a le syndicat de la PTS qui a fait un sondage, et les travailleurs même au sein du réseau de la santé, les psychologues, les travailleurs sociaux qui sont eux qui doivent aider les gens qui sont en détresse psychologique finalement, eux-mêmes en vivent. Moi, je vous dirais là qu'actuellement, là, on vit une situation très, très, très particulière dans le réseau de la santé, là. Et même dans le secteur communautaire comme vous autres, ça vous amène plus de travail, plus de clientèle et pas nécessairement les ressources pour répondre, quoi? Ben, ça dépend du secteur. Mais je vous dirais que oui, effectivement, il y a des hausses un peu partout. Et ça, ben, il faut être à l'affût de ça. Il faut aller s'outiller. Il faut aller chercher les bonnes personnes aussi pour s'entourer. Des fois, ça prend pas grand-chose pour faire les bonnes actions. Et soyez ouverts. Et puis, moi, ce que je vous dirais, c'est aller chercher de l'aide. C'est aussi simple que ça. Attendez pas. Et même si vous avez un questionnement, vous voyez quelqu'un là qui va pas bien depuis 2-3 semaines, là, ben, appelez-nous. C'est aussi simple que ça. Nous, on va être capable de vous référer, puis en plus, on va s'occuper de vous-même. C'est surtout important de dire qu'il n'y a pas de honte non plus à admettre qu'on a un problème, qu'on vit une passe de dépression ou qu'on vit de l'anxiété, qu'on est à bout de souffle. Il n'y a pas de honte là-dedans. Ben au contraire. C'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'on va se rétablir. Et ça a de l'impact, là. La personne qui est atteinte, là, puis qui vit une période, là, c'est pas juste elle, là. C'est les enfants, c'est le mari, c'est la femme, c'est tout l'entourage qui vit avec ça. Donc, ça a de l'impact sur tout le monde autour. Puis on a besoin de comprendre. Des fois, c'est des choses qui se passent dans notre tête qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas vu venir, puis ça nous prend de l'information pour comprendre. Mais moi, je lève mon chapeau à la compagnie Bell. D'abord, je trouve que ça sonne bien. Bell cause pour la cause. Puis on le voit, il faut en causer, justement, et c'est une bonne cause. Alors, chapeau à la compagnie. En attendant, aujourd'hui, ben, on va sur les réseaux sociaux. Bell cause pour la cause, ça se trouve facilement. Puis comme par hasard, la compagnie envoie 5 cents à quelque part pour les services. C'est quand même pas très compliqué pour faire un don, là, on s'entend. Non, ça prend pas grand-chose. On fait bouger notre petit doigt. Et voilà, donc Carole Gaudreau de l'APAM Est de la Côte-Nord, merci beaucoup d'être venue nous jaser de tout ça ce midi, c'est très apprécié. C'est moi qui vous remercie.
Côte-Nord. Attitude. Cet hiver, votre concessionnaire GM Pascal Automobile vous en donne plus. Pendant les jours plus pour votre échange, échangez votre véhicule et obtenez jusqu'à 1 500 $ de plus sur un véhicule neuf admissible. Avec, en plus, des taux jusqu'à 0% et des rabais pouvant atteindre 5 000 $. C'est en plein le temps de passer avec un GM neuf. Et en plus, à l'achat d'un véhicule, vous obtenez automatiquement un voyage pour 2 personnes dans un parc thématique à Orlando, avion et hôtel inclus. Tout ça chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Passez-nous voir. Le 99.1 et le 94.1 t'offrent la chance de participer à la course folle Provigo de Sept-Îles. La durée de la promotion, 2 semaines, du 23 janvier au 3 février. Tu veux participer? C'est simple. Apporte-nous à la station au 365 Boulevard L'Or une preuve d'achat du Provigo de Sept-Îles en date du 23 janvier jusqu'au 3 février d'un minimum de 25 $. Chaque tranche de 25 $ supplémentaire te donnera une participation extra. Et en plus, si tu amènes une ou des denrées, le choix du président, tu auras automatiquement une autre participation. Les denrées seront remises au comptoir alimentaire de Sept-Îles. 2 tirages auront lieu le vendredi 3 février. Un gagnant au 99.1 La Radioactive et l'autre au 94.1 Pure FM. La course folle Provigo de Sept-Îles d'une durée de 4 minutes aura lieu le samedi 4 février à 7h15 le matin. Bonne chance et à vos paniers, certaines conditions s'appliquent. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. On va parler du sommet sur l'énergie. C'est le journal Les Affaires qui organise l'événement qui a commencé hier et qui se poursuit aujourd'hui. C'est notre chronique économique de Développement économique Sept-Îles. Rossel Tremblay est sur place à Montréal. Bonjour Rossel. Allô Jean. Un bel événement sur l'énergie. C'est quand même pertinent pour Sept-Îles et la Côte-Nord de participer à ça. Là. Il y avait entre autres le ministre Pierre Arcan qui a donné une conférence hier. Oui, exactement. Malgré que c'était, disons, surtout hier, c'était une grosse tempête à Montréal. Il y avait du verglas vraiment beaucoup, mais les gens sont quand même déplacés. D'ailleurs, c'est une élément là, qu'on a pu remarquer, là, contrairement en 2016, qu'on disait on aurait comme dit que l'ambiance des gens d'affaires était plutôt morose. Tandis que là, les gens se sont déplacés, partaient, on voit vraiment on dirait que l'espoir est revenu en 2017. Donc quand on parle d'embellie, surtout pour notre côté, quand on parle des matières premières, c'était rafraîchissant de voir dans l'événement des affaires qu'il y avait vraiment un embellie aussi dans la participation. Oui, peut-être que l'annonce d'ArcelorMittal aide à l'embellie, hein, quand même. C'était agréable à entendre. 500 millions d'investis à Fermont. On vient sauver une partie de notre économie à Sept-Îles-Port-Cartier avec ça. Disons que ça commence bien l'année. Oui, effectivement. Donc, le ministre Arcan était venu, il était la tête d'affiche, tout comme d'ailleurs, il y avait Éric Martel, Hydro-Québec. Donc, c'était intéressant. Grosso modo, là, rapidement, c'est important d'être présent à ce genre d'événement-là parce qu'en 2017, là, on a vraiment le mandat à développement économique Sept-Îles de relancer toute la question du gaz naturel à très court terme pour avoir une solution à très court terme pour aider notre aluminerie qui veut avoir du gaz naturel pour 2018. Il faut penser aussi dans une question plus long terme, donc relancer l'idée du gazoduc. Les gens, là, que ce soit Gaz Métro, que ce soit le gouvernement, ont comme mis ça de côté. Puis quand on regarde ce qui se passe, les pertes que l'État québécois a eues avec qu'on n'ait pas de gaz naturel par gazoduc à Sept-Îles, c'est important qu'on relance ce dossier-là. Donc ça faisait un petit peu partie de notre plan de match d'assister à tous les rencontres qu'on parle d'énergie, pour parler avec les acteurs, pour créer une mobilisation pour relancer le projet du gazoduc sur la Côte-Nord. Oui. On a encore plusieurs options, si je comprends bien, Russell, là, où on pousse un projet plus qu'un autre concernant le gazoduc actuellement, là. En fait, il faut voir ça dans 2 parties, parce que le gazoduc, dans tous les cas, il y a une limite physique qui va être jusqu'à Sept-Îles. Par la suite, les distances sont beaucoup trop grandes, puis il n'y a pas de concentration de producteurs, de consommateurs de gaz naturel qui fait en sorte que ça peut être rentable. Donc, on a toujours dit que le gaz naturel par gazoduc va venir jusqu'à Sept-Îles un jour ou l'autre. Mais ça ne nous empêche pas qu'il faut trouver des solutions palliatives, le temps qu'il soit construit, le temps qu'il soit débloqué au niveau gouvernemental. Il faut avoir du gaz naturel. Et l'option de GNL, que même si on a un gaz naturel par gazoduc, il faut avoir du GNL sur le territoire du plan Nord. Donc, on fait les efforts pour le GNL, puis on fait les efforts aussi pour le gazoduc. Donc, c'est vraiment un plan de match qui est sur 2 horizons, donc le court terme et le long terme. Mm-hmm. Donc, pour l'événement, se rapprocher d'aller voir les acteurs, d'avoir des discussions, c'est toujours très intéressant pour nous. Mais les conférences aussi sont intéressantes. Ce qui est quand même assez... donc, c'est pas une surprise pour personne. L'élection américaine a changé beaucoup la donne sur nos relations, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, les gens présents ne parlaient quasiment que de ça, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes nous rassurent. Parce que peu importe ce qui arrive,
suivre, il y a quelque chose qu'on peut pas mettre de côté, c'est la logique économique. Donc, principalement pour toute la question là, de l'hydroélectricité, je sais que les gens d'Hydro-Québec avaient des grandes craintes, mais d'un autre côté, quand c'est beaucoup moins cher que les autres énergies, ils peuvent pas carrément bloquer les frontières. De toute façon, si des fois, pour X raisons, c'est ce que les spécialistes nous disaient, c'est que pour d'autres raisons, on s'en reviendra de bord et on trouvera d'autres opportunités. Si on n'est plus capable de vendre notre électricité aux États-Unis, on peut la transformer ici, notre électricité. Donc, ça veut dire peut-être plus de luminosité sur le territoire du Québec. Donc, pour nous, ça peut être une autre source d'opportunité. Il faut juste regarder comment que ça va aller, s'adapter, mais en prenant en considération que la logique économique va toujours primer dans la tête des énergies. C'est peut-être à surveiller. Je pense qu'Éric Martel est sur place. Le PDG d'Hydro-Québec donne une conférence à ce sommet sur l'énergie. La dernière fois qu'il a donné une conférence importante, c'était à Québec, puis il a parlé de peut-être un autre projet après celui de la Romaine là, sur la Côte-Nord, un autre projet hydroélectrique d'envergure. Oui, il est revenu là-dessus d'ailleurs, parce que ce qui était quand même très rafraîchissant, c'est l'ouverture que M. Martel a, aussi son changement de vision qu'il veut imposer chez Hydro-Québec. Donc, pour nous, c'est excessivement intéressant. On sait qu'on a eu quelques problèmes avec le projet Romaine dans les derniers mois, puis même la question des retombées économiques, c'est un dossier qu'on a travaillé beaucoup au sein de la corporation avec Hydro-Québec. Ça a été difficile, il y a eu des changements d'attitude qui a été un petit peu, disons, désagréable pour la qualité des retombées économiques dans notre région. Mais le changement d'attitude que M. Martel met au sein de l'organisation, ça ne doit être une bonne chose. Disons, grosso modo, faire un petit tour vite, parce qu'il a quand même parlé pendant une demi-heure, c'est de remettre le client à l'avant-scène avec Hydro-Québec, c'est de diminuer les processus, diminuer la taille aussi d'Hydro-Québec pour faire en sorte que ça soit plus une vision moins société d'État, mais plus en termes d'entrepreneur, donc de penser en businessman. Donc, c'est intéressant. Ça va se répercuter sur le chantier Romaine, puis également aborder la question de l'après-Romaine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Hydro-Québec a développé une expertise de construction de barrages. Ça fait depuis les années 60 qu'on construit des barrages, on a une expertise, on est reconnu à l'échelle internationale. C'était le premier construit que M. Martel a fait. On est vraiment perçu comme des leaders mondiaux dans toute la construction de barrages. Si on arrête d'en construire pendant 10, 15, 20 ans, on va perdre cette expertise-là. Donc, pour eux, ils voient qu'il y a un côté qui est intangible. C'est notre expertise qui, après ça, peut se répertorier dans d'autres industries, d'autres savoir-faire, d'autres expertises, donc des retombées qu'on peut pas chiffrer à ce moment-ci, mais qu'on va perdre à coup sûr si on arrête de construire des barrages. Et l'autre élément qui nous dit, c'est que oui, ça peut être bien beau de dire qu'on a un surplus énergétique, mais quand on construit un barrage, entre les moments où on commence à concevoir les barrages et qu'ils rentrent en production, si on parle de 15 à 18 ans. Donc, si on pense qu'on a des surplus pour les 2-3 prochaines années, ça va être quoi l'état actuel de la consommation énergétique dans 15 ans? Donc, il faut se préparer à ça. Hydro-Québec, c'est son rôle de faire ça. Et il faut juste s'assurer que tous les parties prenantes qui ont à gérer avec Hydro-Québec vont dans la même direction pour s'assurer qu'on ait une indépendance énergétique, une énergie verte à long terme, tout en prenant en considération qu'en 2041, on va perdre fort probablement les mégawatts qui viennent de Churchill Falls. Le contrat finit en 2041 et qu'on voit le niveau de discussion qu'il y a entre les deux États, les deux provinces, ça va être difficile de s'assurer de ces 5500 mégawatts-là. Si on prend juste une comparaison, les 4 barrages chantier Romaine donnent 1500 mégawatts. Donc, si on veut remplacer 5500 mégawatts dans le parc énergétique du Québec, ça prend l'équivalent à peu près 4 chantiers Romaine qui ont pris 10 ans à construire. Donc, il faut vraiment avoir une vision long terme là. Eh bien, on voit qu'avec plusieurs conférences et activités intéressantes autour de ce sommet sur l'énergie cette semaine à Montréal, il y a aussi M. Vézina, qui était un des conférenciers. On sait qu'il va venir au Forum Innovation qui s'organise au Cégep de Sept-Îles prochainement. Russell Tremblay, bon retour. Si t'as pas été épargné par la tempête de Montréal, t'as peut-être manqué celle de Sept-Îles aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai voyagé durant le temps parce que c'était super beau. Donc lundi matin, donc il n'y avait pas de problème côté transport et toute la gadoue, je l'ai pas vu. L'événement, ça passait carrément dans un hôtel. Donc j'ai été chanceux là-dessus. Un gros merci pour cette chronique économique. Merci, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles.
Et c'est l'heure de conclure notre émission Côte-Nord Attitude. Finalement, on peut vous rappeler là que ça circule assez mal sur la route 138, surtout de Baie-Trinité à Port-Cartier. La visibilité est carrément nulle. La chaussée est enneigée. Entre Port-Cartier et Sept-Îles, c'est enneigé également. La visibilité est réduite. De Sept-Îles vers la Mingani, là, la visibilité est un peu meilleure, mais il y a encore beaucoup de neige d'annoncer, du vent, des tempêtes. On vous invite à être prudent. Valérie, un gros merci. Tu seras encore là demain matin, probablement pour animer encore une émission tempête. Écoute, en tout cas, un lendemain de tempête, probablement. On va se remettre de tout ça. Je serai là ce soir aussi, 19h, dans les 12 soirées Pure FM. Bref, on se retrouve plusieurs fois dans la journée. Et demain, à Côte-Nord Attitude, la dernière de la semaine. Non, c'est pas la dernière de la semaine. Cette semaine, on a une émission vendredi avec Pierre Gilbert en direct du tournoi Ferro qui commence ce soir. Et demain, Tommy Auger sera avec moi à la co-animation de Côte-Nord Attitude. Bon après-midi tout le monde.